Ah, on aime les trains. Ces machines conçues pour la ponctualité, qui coûtent plus cher qu'un plein de kérosène. Et vous avez pas encore connu la guerre des rails où on envoyait des trains à toute vitesse pour se percuter les uns contre les autres. Je peux vous dire que les Anglais étaient pas prêts quand on leur a envoyé l'Eurostar avec une demi-tonne d'explosifs. Ça vous apprendra à pas prendre notre système métrique. Et le dernier train qui restait en circulation, vous le connaissez puisqu'il s'agissait du transperce-neige. Un train qui roule pour l'éternité dans un monde où il fait plus froid que dans le bal-trou d'un pingouin. Les riches devant, les intermittents du spectacle derrière, et c'est parti pour la lutte des classes. Tous les rageux des films Marvel étaient ravis de voir le Capitaine America en clochard qui défonce des contrôleurs à coups de hache. On peut dire qu'il leur a botté le train. Oui, je suis activement recherché par les régulateurs pour mes blagues de merde. Mais personne n'aurait l'idée d'aller chercher le bout en train au bout du train. Du coup, pour me balader incognito et avec classe, il me suffit de porter ces lunettes Holzkern, réalisées de façon éthique avec des matériaux naturels. Mais qui est cet homme? Est-ce Idris Elba? Non, c'est le chroniqueur. Et là, vous êtes en train de vous dire que les bijoux c'est pas trop votre truc et que c'est cher. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, bande de sales fils de... Maman a besoin d'un nouveau cadeau pour son anniversaire, et vous n'avez pas d'idée de cadeau? Forcément, vous n'avez pas accès à sa liste de souhaits, puisque maman n'utilise pas Steam, et il y a déjà 300 messages non lus sur le groupe WhatsApp pour savoir si on lui achète une cocotte minute, le creuset bleu azur. Alors que moi, personne me demande, alors que j'aimerais beaucoup l'avoir, cette cocotte minute. Mais... pas de panique, arrêtez d'arracher la peau de votre visage, lâchez ce couteau et observez cette magnifique collection de colliers ornés de nacre bleue ou de perles. Ça pourrait également faire un magnifique cadeau pour votre compagne. Croyez-moi, lorsqu'elle aura vu ces magnifiques boucles d'oreilles en lapis lazuli et qu'elle aura fini de vous étrangler, tout sera pardonné. Holzkern Exitium décline toute responsabilité en cas de fracture, mutilation, démembrement, décapitation. À la base, je suis pas un gros porteur de bijoux, mais j'étais très content des premières lunettes de soleil qu'il m'avait envoyées il y a 2 ans. Avec une belle monture en acier mat noir et une finition en bois de noyer. Puis je suis tombé sur le nouveau modèle Loving en bois d'érable bleu. Donc j'ai pas résisté, je me les suis prise. Je me suis d'ailleurs également pris un bracelet en œil de tigre. Ça attire les énergies positives et ça fait fuir les taxeurs de clopes. En ce moment, c'est la collection automne chez Holzkern et il y a des magnifiques créations en édition limitée. Grâce au lien en description, vous bénéficierez de 15% de réduction sur tous les produits hors promo. Si vous voulez offrir un cadeau unique à vos proches, je vous conseille de ne pas trop tarder parce qu'en hiver, ils vont se faire dévaliser pour les fêtes de fin d'année. Utilisez le lien en description, ne serait-ce que pour découvrir les designs et idées de cadeaux qu'ils proposent, et franchement, c'est beaucoup plus abordable que vous ne le pensez. Vous êtes livré dans les 5 jours ouvrés, et les retours sont gratuits sous 24 jours. Donc ne tardez pas, ce serait dommage de louper le train en marche. Pour explorer cette vidéo et découvrir les secrets du transpersonnage, cette vidéo ne va pas prendre la forme d'un iceberg, mais d'un train. Plutôt que de descendre en profondeur, on va avancer à travers les wagons, et comme dans le film, on va commencer par ceux de la queue, et on va avancer jusqu'à la locomotive. Le tout en explorant les intrigues dont ne parle pas la série ou le film. Et pour en dire plus, je vais laisser la parole au reporter. Reporter, t'es où? C'est pas tes oignons. Et je m'en fous de tes oignons, donne-nous les infos sur le réal du film Snowpiercer. T'as qu'à regarder la vidéo de Guillaume Cassard. Bon d'accord, Bong Joon-ho c'est le réal de Snowpiercer. Il adorait faire des films où les riches étaient des connards jusqu'à ce qu'il devienne lui-même un des hommes les plus fortunés de la Corée du Sud. Ensuite... Bon ok, on arrête le massacre parce que tu vas encore faire sauter la chaîne avec tes conneries. L'histoire est assez connue. Pour faire le film, Bong Joon-ho a acquis les droits d'exploitation de la bande dessinée française Le Transperce-Neige. Ses intentions ont été claires, il a repris le principe du train qui roule éternellement en pleine apocalypse hivernale, mais le récit global est très différent des bandes dessinées. On y voit l'ascension des résidents du wagon de queue qui vivent dans une misère extrême et qui progressent vers les wagons de tête pour prendre le contrôle de la locomotive. C'est un récit d'action vraiment cool, avec un excellent casting, Chris Evans, Tilda Swinton, Ed Harris, John Hurt et Song Kang-ho qui est très connu en Corée. C'est un film qui associe parfaitement le style dramatique coréen avec la force de production américaine. Les personnages sont meurtris physiquement et psychologiquement par les conditions de vie du train, les héros peuvent prendre des décisions lâches et cruelles pour des raisons tristes et parfaitement humaines. Dans cette transmission, on a choisi de ne pas trop s'étendre sur le film. Il est déjà assez populaire et pas mal de gens l'ont déjà traité. Notamment... Guillaume, avec sa belle voix. Ah, arrête de te la péter, on a compris que t'avais du talent. Mais continue de parler s'il te plaît. On va allègrement spoiler le film et les bandes dessinées. Par contre, on ne mettra pas trop d'extraits du film parce que sinon YouTube va nous coller une balayette de droits d'auteur. On va pas non plus trop parler de la série Netflix ici, il y a beaucoup de choses à dire dessus, surtout lorsqu'on connaît l'histoire de la BD, mais honnêtement, ça casserait les rythmes de la vidéo. Donc si ce bonus vous intéresse, sachez qu'il existe tout de même et qu'il est disponible sur Patreon. Au départ, j'aimais beaucoup le film Snowpiercer. C'est un film qui a un excellent casting, des scènes de combat inventives et qui a des codes qui cassent les attentes hollywoodiennes. Mais, depuis que j'ai lu les bandes dessinées, je ne trouve plus le film si incroyable. Alors pas mauvais non plus, je le mettrai pas au niveau de Terminator Genesis, faut pas déconner. Mais il me paraît un peu plus fade que le médium d'origine. Et alors, il n'a rien à voir avec le film.
Il est plus obscène, les personnages sont beaucoup plus complexes, il est moins manichéen dans sa description des classes, on en apprend plus sur les autres trains, parce que oui, il y a d'autres trains, il y a des sectes, des choses étranges qui se passent à l'extérieur, une série de bouquins qui a des points communs étranges avec la bande dessinée, et surtout, une toute première version du transpersonnage qui n'a jamais été publiée. Et celle-ci aurait pu strictement tout changer dans cette licence. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur le transpersonnage. Donc montez à bord du train et préparez-vous à l'impact, parce qu'aujourd'hui on va parler de la véritable histoire du transpersonnage. Le wagon de queue. Il faut savoir que les wagons de queue sont assez peu représentés dans la BD d'origine. On la voit sous forme de flashback, mais on ne l'explore pas vraiment. Pourtant, il a bien existé un récit où on explore ces voitures à travers le regard de plusieurs protagonistes. Et pour cela, il faut remonter avant la création de la BD. À la toute base, le scénario avait été écrit par Jack Lobb pour le dessinateur Alexis, de son vrai nom Dominique Vallet. Ces deux gars sont des pointures de la bande dessinée des années 70 qui ont travaillé avec Marcel Gottlieb. Si vous ne connaissez pas le bonhomme, c'est un mastodonte de la bande dessinée française. Les trois ont créé le fameux Super Dupont, un super-héros satirique qui défend les valeurs françaises. Alexis avait également bossé avec Philippe Druyet et été publié dans des revues extrêmement célèbres comme Fluide Glacial ou Métal Hurlant. Ça ne sert à rien de regarder le timecode, c'est pas une sponsor. Alexis est donc en train de bosser avec son pote Jack Lobb sur cette nouvelle bande dessinée. Il commence à réaliser des planches d'un train qui continue à rouler pendant une catastrophe climatique. Mais il ne réalise qu'une douzaine de planches avant de mourir subitement d'une rupture d'anévrisme. Il décède à l'âge de seulement 31 ans et laisse derrière lui des fans et des collègues attristés. Ces planches, on a réussi à les retrouver dans l'histoire du transpersonnage, qui raconte le parcours éditorial de la BD et du film. Ça va vous surprendre, mais ça ressemble plus à du Star Wars qu'à la dystopie sociale qu'on connaît aujourd'hui. Les planches d'Alexis montrent une histoire plus proche du récit d'aventure et un ton moins dramatique. Le train ne va d'ailleurs pas à pleine vitesse. Au contraire, il ralentit et accueille à bord une jeune femme qui entre avec son ours, une espèce de chien-ours humanoïde à poils longs. Elle fait la rencontre de Prolof, un des résidents des wagons de queue. Il fait partie de la 3e classe, les gens y sont plutôt sociables, pas menaçants, la nourriture y est bonne, et on apprend que ces personnes ont accès à des voitures de bétail et de culture de légumes. Les 3e classes ont l'air très solidaires, mais leur vrai problème c'est la surpopulation. Il y a trop de personnes par voiture et il n'y a pas d'intimité possible à bord. On a des scènes plutôt mignonnes avec notre groupe de héros qui doit réussir à calmer des bambins pour pouvoir passer au wagon suivant par exemple. Donc là, forcément, on est très loin des 3e classes du film de Bong Joon-ho, avec le cannibalisme, les kidnappings d'enfants et les punitions par amputation. On remonte donc vers d'autres wagons et surprenamment, tout se passe sans violence. Le groupe se ferait un chemin en négociant et les résidents les laissent passer sans véritablement montrer de résistance. Dans cette version dessinée par Alexis, chaque voiture a ses propres règles, fonctions et politiques. Mais on y retrouve bien un système où les wagons sont classés par ordre d'importance. Plus on remonte, plus les voitures sont indispensables. Par exemple, il y a un wagon avec des lapins mâles situés derrière celui des femelles car ils ont moins de valeur. Ceux qui possèdent les femelles contrôlent le cours du marché. Les deux sont nécessaires, mais c'est bien le plus dispensable des deux qui se trouve au fond. L'objectif est évident, si un wagon est dispensable, on le met au fond. Et si le train ralentit, on peut commencer à détacher des wagons. Donc, nos 3e classes vivent dans l'inquiétude constante d'être détachés du reste du train. Ils vivent juste en surnombre dans des voitures et n'ont aucun métier qui contribue au fonctionnement du train qui est en perte de vitesse. C'est triste, mais ils sont littéralement un poids mort. Après, pour entretenir leur morale, les 3e classes vénèrent la Sainte Loco. C'est le moteur de la machine qui leur permet de rester en mouvement et éviter de geler sur place. Aussi, à défaut de pouvoir changer leurs propres conditions, ils peuvent au moins prier pour éviter qu'elles deviennent pires. Dans l'ensemble, le ton est très léger et un peu drôle. Il n'y a aucune trace de violence, l'ambiance est moins insalubre, et il n'y a pas de véritable antagoniste identifiable. Mais ça a même l'air d'être une histoire plutôt grand public. C'est donc accompagné de l'exploratrice et de son ours que nos héros vont aller revendiquer leurs droits. Mais c'est avant de rentrer dans le wagon gardé par les militaires que s'arrêtent les planches dessinées par Alexis. Après sa mort, Jack Lobb va changer le ton de son histoire et faire appel à un nouveau dessinateur pour prendre la relève. Et les planches que vous venez de voir, elles n'apparaissent pas du tout dans la bande dessinée du transpersonnage. Cette nouvelle collaboration va être marquée par l'arrivée de Jean-Marc Rochette, un dessinateur avec un trait plus froid et plus sombre qui rappelle celui de Jacques Tardy. Son style était tellement différent de celui d'Alexis que ça aurait été vraiment étrange d'avoir une rupture aussi tranchée dès le début du récit. Mais c'est bien cette nouvelle version qui inspirera Bong Joon-ho pour réaliser le film. Et vous verrez qu'il y a une tonne de choses qu'il n'a pas pu faire tenir dans son long métrage. L'armée.
La version dessinée par Jean-Marc Rochette reprend exactement au moment où Alexis était arrêté. Les 3e classes étaient sur le point de traverser la zone gardée par les militaires, seulement il n'y a que Prolov qui s'en sort et se fait brutalement arrêter par les soldats. L'exploratrice et son ours ont visiblement été retirés de l'histoire et on ignore exactement comment Prolov a réussi à passer dans le wagon. On sait qu'il est passé par l'extérieur et qu'il est rentré par une fenêtre, mais on ignore comment il a réussi à survivre par ce froid. Et aussi on ne sait pas ce qui est arrivé à ses partenaires de route. C'est assez difficile d'estimer si les planches d'Alexis sont canon dans la reprise de Rochette. En tout cas je vois pas de détails qui permettent foncièrement de faire une continuité rétroactive avec le travail d'Alexis. Quoi qu'il en soit, Prolov est arrêté et passe un interrogatoire. Les officiers militaires ont apparemment déjà violemment réprimé un soulèvement des 3e classes, et ils ne les ont jamais revus depuis l'incident. Ils ne savent même pas comment ils vivent derrière. Pour donner le ton, la vie est décrite comme étant tellement difficile et les wagons tellement surpeuplés que pour son anniversaire, un vieil homme a simplement demandé à rester 1 heure tout seul. Juste 1 heure de solitude pour apprécier le silence. Et en revenant dans le wagon, les 3e classes découvrent que le vieil homme a profité de cet instant d'intimité pour se pendre. D'entrée, on comprend qu'il n'y aura pas de gros soulèvement de population comme il y a dans le film. La séparation entre les 3e classes et les soldats est très marquée et il est quasiment impossible d'avoir des contacts entre eux. Même Prolov semble plutôt coopératif après son arrestation et explique surtout qu'il cherchait à s'enfuir tellement la vie à l'arrière est infernale. Le personnage d'Adeline Bello entre en scène et tient à avoir une discussion avec Prolov. Adeline, c'est une activiste qui se bat pour les droits des classes basses. Elle cherche à comprendre ce qu'il se passe à l'arrière du train et souhaite collaborer avec Prolov pour parler de leur situation au président. Le but, c'est de reloger les 3e classes dans les autres wagons et leur permettre de s'intégrer. Sauf que Prolov est plutôt évasif sur ce qui se passe à l'arrière du train et les soldats n'ont aucun intérêt à ce que cette conversation se fasse. Ils ont déjà réprimé les résidents des wagons de queue et ils ne veulent pas les voir répartis dans le train. Même la police semble ne pas avoir d'autorité dans les wagons militaires. Un policier se renseigne sur les raisons de leur captivité, mais n'a visiblement pas le pouvoir de les voir ou de les faire sortir. Les soldats ont donc tout intérêt à garder les 3e classes au fond, et ils vont se présenter comme des antagonistes au plan d'Adeline. Dès les premières pages, Adeline a une romance avec Prolov. D'habitude, ça me gonfle de voir des romances écrites de cette façon, parce qu'elles ne se basent sur rien de solide. Ça ne fait pas des histoires d'amour crédibles. Mais dans ce cas précis, il y a un propos, et vous allez voir un portrait plus inquiétant de Prolov. Ignorant les conditions de vie à l'arrière, un médecin est envoyé pour ausculter le couple, histoire de vérifier qu'ils n'ont pas de maladie. C'est à ce moment que Prolov et Adeline se font raser la tête pour des raisons sanitaires. Pour Adeline, il s'agit plus d'une humiliation, et le fait que Prolov ne l'ait pas défendu, à ce moment-là, lui pose un véritable problème. Elle a vécu une injustice et il n'a pas traversé à l'esprit du protagoniste d'intervenir pour défendre son honneur. Comme il ne semble pas avoir de maladie, les 2 prisonniers sont escortés jusqu'au président afin de savoir ce qu'il sera fait d'eux. On passe donc au wagon suivant, le wagon des 2e classes. Les 2e classes. Alors que les soldats escortent Adeline et Prolov, des agresseurs s'en prennent à eux pour essayer de les dérober. Les soldats se défendent en leur tirant dessus et laissent à son sort un des voyous mortellement blessé. On comprend donc qu'on est encore dans des wagons extrêmement précaires, et que le rôle de l'armée est de réguler les tensions dans cette partie du train. Les résidents de cette voiture semblent survivre dans une grande violence, et même consommer une drogue qui s'appelle le Vapoclean, un genre de désinfectant pour les chiottes que les camés utilisent pour se shooter. Donc pensez-y la prochaine fois que vous pissez sur une pastille désodorisante et qu'il y a un mec qui passe après vous. Parmi les wagons de 2e classe, on a des bars, des plantations de fruits frais, des maisons closes, et quelques voitures complètement plongées dans l'obscurité. Mais surtout, il y a un wagon qui produit de la viande. Et pour ceux qui ont lu la bande dessinée, vous savez que c'est un détail qui est bien plus morbide que dans le film. Dans le long métrage, on montre que les barres de protéines sont faites à partir de cafards. Apparemment, l'idée d'origine c'était d'expliquer que les 3e classes survivaient en mangeant les déchets des riches, ou des restes humains, mais j'ai pas la source, je vais pas m'avancer plus là-dessus. Mais ça aurait été plus choquant. Et dans la bande dessinée, il y a ce wagon dont l'accès est réservé aux bouchers qui y travaillent. Personne d'autre n'a le droit d'accéder à cette usine. Un peu par négligence de la part des gardes, les soldats parviennent à y entrer et découvrent la Mama, une immense boule de chair qui se fait découper et se régénère à l'infini. On ne sait absolument pas d'où vient cette chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est nourrie perpétuellement avec un liquide étrange et qu'elle est découpée au fur et à mesure qu'elle se régénère. Elle semble trembler lorsqu'elle se fait découper, et les soldats se demandent si la Mama peut ressentir la douleur. Ils n'auront pas la réponse à cette question et se font expulser hors de l'usine. La Mama peut sembler être une critique sur l'exploitation animale, mais on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire sur la provenance de cette énorme boule de chair. C'est juste un élément mystérieux et sordide dont on n'aura jamais les explications. Même pas un petit truc d'horreur cosmique? Tout n'est pas relié à Lovecraft, tu sais. Tant que tu me prouveras pas le contraire, ce sera relié à Lovecraft. Bon, on va laisser ce détail de côté parce que on n'en sait pas grand chose, mais on a quand même une théorie qu'on vous expliquera plus tard. L'escorte continue en direction du prochain wagon de l'armée. On peut constater que le culte de la loco est toujours présent et que les fidèles assistent à une messe.
Les pratiquants sont très nombreux et connectent leur esprit à celui du moteur pour lui donner de l'énergie. Y a rien de bizarre, le culte est approuvé par l'Adeptus Mechanicus de Warhammer. Les cultistes veulent qu'on détache les wagons arrière car les habitants de la queue sont considérés comme un poids mort pour la locomotive. Les secondes classes ne semblent pas pouvoir communiquer avec ceux qui vivent dans la queue et se fichent de leur sort. En fait, même les militaires sont critiqués et les fidèles aimeraient que leurs wagons soient également détachés. Comme dans l'histoire qu'avait initiée Alexis, on est donc dans un climat où chaque wagon qui se rapproche de la locomotive souhaite abandonner ceux de derrière pour reprendre de la vitesse. L'arrêt complet signifie inévitablement la mort du train et de ses passagers. Jusque-là, on constate que les conditions de vie des secondes classes sont extrêmement précaires. Sachant qu'on est en train de remonter vers la locomotive, ça signifie que quoi qu'il se passe au fond, les troisièmes classes vivent dans des conditions bien pires. Une fois au nouveau point de contrôle de l'armée, on se retrouve dans la frontière entre les secondes et les premières classes. Ici, Proloff et Adeline ont l'opportunité de discuter avec le président du train. Là s'ouvrent les négociations entre le président et Adeline, qui parle au nom de tous les activistes et les troisièmes classes à la place de Proloff. C'est intéressant parce que Adeline défend les gens qui vivent au fond du train alors qu'elle n'a aucune idée de ce qui se passe dans ces wagons. De son point de vue extérieur, elle sait que les gens ne devraient pas être coincés au fond, mais pourtant, elle n'a aucune idée de comment vivent les gens dans ces wagons. Et Proloff donne extrêmement peu d'infos sur ce qu'il s'y passe. Du coup, on peut se demander quelle est sa légitimité à prendre la défense de ceux qu'elle ne fréquente pas. Bon, je cherche pas à pointer une potentielle hypocrisie de la part du personnage d'Adeline. Les secondes classes ont également des conditions de vie qui sont extrêmement compliquées, leurs seules sources de divertissement sont la prostitution ou la drogue, donc les gens qui sont dans la troisième classe vivent dans des conditions qui sont forcément pires, mais ça devrait justement être à Proloff de s'exprimer sur le sujet. Lorsqu'il prend la parole, il évoque le massacre des troisième classes quand l'armée les a violemment réprimés pendant la révolte. Le président balaye cet argument en disant que le passé appartient au passé, et que c'est une façon très simplifiée de voir les choses, et qu'il ne s'intéresse qu'au présent. Bon, c'est une belle démonstration de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que les militaires ont abusé de leur pouvoir pendant cette révolte, et pour se détacher de toute responsabilité dans le massacre. Dans un lapsus, le président laisse sous-entendre qu'il fait partie du culte de la loco. On a la confirmation que le moteur est effectivement en train de ralentir, qu'il veut séparer les derniers wagons, et qu'il compte relocaliser les gens de la queue dans les autres wagons. Un plan qui convient parfaitement à Adeline. Le couple est ensuite séparé et Adeline reste avec les activistes pour les informer sur la situation et le plan de relogement, tandis que Proloff est accompagné par un diplomate pour aller résider dans les wagons dorés. Les premières classes. Ici, on est dans les voitures les plus confortables. Ce n'est pas surpeuplé, on peut se laver avec de la neige fondue et non de l'eau recyclée. Il y a des élevages de lapins pour manger de la viande de bonne qualité, du vin, de nombreux livres, des programmes télé et encore des prostituées. On peut d'ailleurs apercevoir des femmes se faire agresser par d'autres résidents et notre protagoniste n'intervient pas non plus pour les défendre. Hal, la ferme aux jouets. Pardon. Hal, le diplomate qui accompagne Proloff, discute longuement avec lui et on en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé dans ce monde. Si la planète est plongée dans une nouvelle ère glaciaire, c'est parce qu'une bombe a foutu en l'air le climat. Proloff a connu le monde avant le train et a constaté qu'il n'avait suffi que de quelques heures après l'explosion pour que la température chute complètement. Par coïncidence miraculeuse, un prototype de train luxueux inarrêtable a été mis en fonction juste avant la catastrophe et les représentants du gouvernement étaient présents à son départ de la zone gardée par les militaires. L'entrée dans le train pour les secondes et troisième classes s'est faite dans la panique, mais les wagons du fond étaient clairement un ajout de dernière minute. C'est pour ça qu'ils étaient mal approvisionnés. L'échange entre les deux devient amer lorsque Hal explique que les premières classes étaient traumatisées par le départ en urgence du train, et qu'ils ont besoin de se rassurer en retrouvant les plaisirs et les commodités d'avant. Alors que les mecs du fond du wagon se sont fait massacrer quand ils étaient en crise, et ils vivent toujours dans des conditions de merde. Qu'est-ce que tu viens parler de ton trauma? Pour Proloff, le président va simplement proposer d'accueillir les survivants du massacre pour se laver les mains et se donner bonne conscience. Mais il est trop tard pour prendre cette décision. Notre protagoniste est pessimiste et ne voit pas l'intérêt d'aider Hal à écrire ses chroniques. Pour lui, il n'y a pas de futur. En plus, les wagons dorés sont presque à court de vin. C'est vraiment bientôt la fin. Alors qu'il est bourré, Hal révèle accidentellement le véritable plan du président. Il compte envoyer les activistes au fond du train et détacher les wagons pour les abandonner avec les troisième classes. Il représente une menace politique, donc il veut s'en débarrasser pour conserver ses privilèges et faire regagner de la vitesse au train. Sauf que Proloff ne va pas se laisser faire, et il compte bien prendre le contrôle du transpersonnage. La locomotive. Adeline réapparaît et retrouve Proloff. Celle-ci était poursuivie par des pervers qui ont tenté de l'attraper. Pour pas dire de gros mots pour YouTube. Il se met en sécurité dans sa chambre, mais le commandant des armées débarque à moitié à poil devant la porte de sa chambre en le menaçant avec un flingue. Apparemment, tous les wagons ont recensé des cas de maladies graves, une sorte de pneumonie que Proloff aurait répandue à travers le train. Certaines personnes sont mortes, les médicaments sont inefficaces et tout le monde a été placé en quarantaine. On comprend dans ce segment que les passagers du fond vivent avec plusieurs maladies à laquelle ils ont fini par développer une résistance. C'est probablement pour ça
que le médecin qui les a auscultés n'a pas détecté de symptômes. Dans leur fuite, Adeline et Proloff s'emparent de l'arme de l'officier et courent en direction de la locomotive. Étrangement, sur leur chemin, Proloff agresse un vieil homme inoffensif. On se rend compte que le protagoniste souffre de troubles post-traumatiques et on apprend enfin comment était la vie au fond du train. Après le soulèvement des 3e classes, les soldats ont massacré un grand nombre de rebelles. Pour survivre après la bataille, les passagers du fond ont dû dévorer les corps des victimes. Depuis, chacun défend sa propre peau et il était courant d'être poursuivi par des bandits. C'est probablement pour ça que Proloff a pris le risque de rentrer dans le wagon de l'armée. La vie dans les derniers wagons est extrêmement difficile, et c'est pour ça que Proloff a eu le réflexe d'attaquer le vieil homme lorsqu'il pensait être piégé dans un couloir. En passant devant un poste de radio, le couple force son entrée et Adeline dévoile à tout le monde que le président compte envoyer les membres influents du groupe humanitaire au fond du train pour les détacher. C'est la panique dans les secondes classes quand les gens apprennent qu'il y a des germes, et il y a un fou qui allume un feu pour purifier le wagon de la maladie. Les cultistes menacent aussi de larguer les wagons du fond à partir de celui des militaires, c'est le chaos. Proloff force le passage vers la locomotive en tirant sur les soldats qui le poursuivent. Il retombe même sur le président qui n'est visiblement pas la personne qui contrôle le train. La locomotive est gardée par des soldats qui évacuent le wagon sous les menaces de Proloff. Dans un accès de rage, il détruit les fenêtres de l'avant-dernier wagon et le froid s'infiltre dans le compartiment. Ce geste irresponsable provoque la mort d'Adeline et Proloff est sauvé in extremis par un vieil homme nommé Alec. Il s'agit de l'ingénieur chargé de la maintenance du moteur. Contrairement au film, le responsable du moteur n'est pas le chef suprême qui décide du sort des passagers, mais un simple technicien qui fait son possible pour permettre à l'engin de continuer de fonctionner. Il a nommé le moteur Olga. Apparemment, elle a été très bien conçue et peut faire sa propre maintenance. Le technicien ne sert que de présence. Apparemment, comme un être humain, Olga a besoin de compagnie et c'est exactement la fonction d'Alec. Il peut avoir accès à toutes les communications à bord du train, aux caméras de surveillance et au statut du moteur, mais concrètement, il est juste là pour parler et passer du temps avec la machine. Seulement, Alec est malade, et il lui faut un remplaçant pour prendre sa relève. Même si la situation est complètement hors de contrôle et qu'il est impossible de quitter ou entrer dans la locomotive, quelqu'un doit s'occuper d'Olga et continuer de la faire rouler. Contrairement au film, Proloff accepte de prendre le contrôle de la machine et la responsabilité de tous ceux qui sont encore à bord. Sauf qu'il n'est pas vraiment le mieux placé pour ça. Dans les dernières pages, il frappe la machine en l'insultant et est frustré de ne pas réussir à comprendre cette machine dont il perd le contrôle avec des écrans qui s'éteignent. Proloff est condamné à rouler pour le reste de sa vie, enfermé dans une machine qu'il ne comprend pas. Il échappe à l'horreur de l'arrière et se retrouve piégé à l'avant, seul. C'est ainsi que se termine le premier tome du Transpersonnage. Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'on est dans un style de dystopie sociale provoqué par sa structure. J'entends par là que c'est une construction hostile à l'être humain. On peut prendre en exemple des univers comme Cube, La Plateforme ou The Circle. Des univers où des personnes se retrouvent dans un lieu qui va les pousser à s'entretuer dans le but de survivre. Dans une certaine mesure, on peut rajouter des œuvres plus solitaires comme le court-métrage Curve, où une femme est coincée sur une pente et tente de progresser sans tomber, ou encore le manga Blame, qui nous montre ces super structures dans lesquelles le simple fait de les traverser représente un risque. J'ai pas trouvé de mot juste pour définir ce genre de dystopie, mais s'il fallait lui mettre une étiquette qui se rapproche le plus de la définition qu'on en a, ce serait l'architecture anthropophobe. Une construction censée accueillir des humains, mais dans laquelle ils sont inévitablement attendus par la mort. Si le transpersonnage était initialement conçu pour sauver l'humanité, sa structure pousse ses derniers représentants à s'entre-déchirer, pour la simple et bonne raison que les ressources sont limitées, que le train finit inévitablement par ralentir, et que le seul moyen de régler ce problème, c'est de détacher des wagons. Alors de cette histoire, il existe déjà de nombreuses discussions sur l'architecture dystopique. Il y avait déjà le cas très connu du Corbusier qui voulait complètement raser Paris pour en faire un parc de béton traversé par des autoroutes. Il voulait également faire des banlieues avec des mégacités pour faire vivre les classes populaires dans des conditions inconfortables. Une vision extrêmement pragmatique de l'architecture qui vise surtout à faciliter la circulation et à optimiser la place. Une vision où les quartiers résidentiels ne seraient pas des lieux de vie mais simplement du stockage pour les humains. C'est d'ailleurs une vision qui va de pair avec le brutalisme qui nous montre ces bâtiments austères et épurés faits de béton. Et pourtant, dans les années 50-70, le brutalisme s'était présenté comme une solution synonyme de modernité. Le but était de créer facilement des structures pour les universités ou alors créer des logements pour les travailleurs aux revenus modestes. Bref, il y avait des promesses utopiques à l'arrivée de ce style de construction, mais qui cachaient en réalité un besoin bien plus utilitaire. Il fallait stocker des gens à moindre coût. Et ces intentions, elles se sont révélées au fil des âges, parce que le brutalisme a extrêmement mal vieilli. Le béton noircit au niveau des coulures, et l'acier présent dans les armatures s'oxyde, ce qui fait gonfler le béton et fait apparaître des fissures. Ce qui n'est déjà pas très beau, mais en plus ça fragilise la structure. Et c'est pour ça que ce style apparaît si souvent dans les œuvres dystopiques. De promesses modernistes, le brutalisme est aujourd'hui perçu comme un style d'architecture utilitariste qui mettait la dignité et le confort des humains au second plan. Exactement
comme le transpersonnage. Ah oui, toujours sur l'architecture, je pensais que ce serait hors sujet de parler de Squid Games, une autre œuvre sud-coréenne où l'architecture pousse ses résidents à s'entretuer. La différence, c'est qu'ici ce n'est pas juste l'environnement qui pousse à la compétition, c'est surtout les hôtes du jeu. D'apparence accueillant avec son esthétique de jeu de télé pour enfants, le jeu du calamar est en fait un battle royale où chacun se bat pour sa propre survie et son propre profit. On y retrouve également cette classification par rang social, avec les pauvres qui s'entretuent pour leur survie, les hôtes du parc qui supervisent le massacre, et les puissants qui s'enrichissent en pariant sur cette compétition. Mais cette série, elle a d'autres points communs bien plus importants avec le transpersonnage qui prendront sens dans le dernier tome. En tout cas, les thématiques du premier sont très claires, et il est facile de comprendre pourquoi Bong Joon-ho était si intéressé par ce récit. Seulement, lui-même a admis qu'il ne pouvait pas faire entrer toutes les thématiques de cette histoire dans son film, et il a fait au mieux pour proposer une histoire originale qui en conserve au maximum la substance. Et je trouve que c'est un très bon film. Mais après avoir lu la bande dessinée, je la préfère quand même au long métrage. Le récit de la BD est moins binaire et met plus de complexité et de nuances dans ses personnages et dans les motivations et défauts de chaque classe. On explore plus de wagons différents pour mieux comprendre comment fonctionne cette immense société. Aussi, le final avec Prolov qui perd progressivement le contrôle de la machine reflète une certaine réalité sur les problèmes de maintenance qu'ont les métros et certains trains. Les générations qui les ont conçus et entretenus sont parties et ils ont laissé les nouvelles générations à leur compte pour prendre la relève. Mais beaucoup ne maîtrisent pas ces technologies et le savoir-faire disparaît au fil des passations. Je vous disais au tout début de l'histoire qu'il y avait un traitement étrange avec la romance, et maintenant qu'on a vu la totalité du tome, je voudrais vous proposer une relecture. Je ne sais pas si c'est voulu ou si on entre dans la surinterprétation, mais c'est possible, hein. J'ai l'impression que la bande dessinée parle également du mauvais traitement des femmes et que ça a un rapport avec la boule de chair géante. Déjà, en dehors d'Adeline, presque toutes les femmes sont représentées comme des prostituées, la grande classe. Puis dans son parcours, Adeline se fait raser la tête et reproche à Prolov de ne pas être intervenu. Lorsqu'il aperçoit une femme se faire agresser, il n'agit pas non plus, et lorsqu'il retrouve Adeline, c'est parce qu'elle a été poursuivie par des pervers. Finalement, c'est Prolov qui tue Adeline par accident en tirant bêtement sur des fenêtres et en causant sa mort par le froid. Aussi, pourquoi la grosse masse de chair qui nourrit l'arrière du train s'appelle la mama? Pourquoi personnifier une créature qui se fait mutiler en permanence et lui donner un surnom qui représente la maternité? Enfin, dans la locomotive, c'est également la machine indispensable qui tire tout le train, qui est personnifiée en femme avec le nom Olga. Elle est respectée par Alec, adulée par le culte de la locomotive, mais maltraitée par des soldats. Olga finit également brutalisée par Prolov qui l'insulte et la frappe à la toute fin de la bande dessinée. Le traitement de la figure féminine n'est pas le principal propos de la bande dessinée, qui se concentre surtout sur le combat que mène chaque rang social pour défendre ses intérêts. Mais ça en dit beaucoup sur notre protagoniste qui ne respecte visiblement pas cette figure et finit seul à cause de son mépris. Alors on peut argumenter que c'était une autre époque, ou que c'est pour vendre des bandes dessinées à des ados, mais j'ai du mal à ne pas y voir un commentaire sur la place de la femme dans un contexte de survie. Elle redevient un objet convoité par les hommes les plus dépravés. Il y a également une opposition entre la chair et le métal avec la mama et Olga. La maltraitance de cette figure contribue grandement à enlaidir la société du transpersonnage. Contrairement à ce qu'on peut voir dans les adaptations, il n'y a qu'Adeline qui est motivée par des idées de justice sociale. Prolov n'est absolument pas le leader d'une révolution et ne se bat certainement pas pour ses camarades du fond du train. Il a fui à l'arrière du train pour assurer sa survie. Ce n'est pas juste un récit de la pauvreté contre la richesse, c'est une histoire qui dresse des portraits humains complexes, dont les conditions de survie ont été déterminées par leur proximité avec la locomotive. Ceux du fond du train se battent pour se nourrir et ceux de l'avant sont conscients que les ressources s'amoindrissent à cause du surnombre et tout le monde mourra de froid si on ne détache pas de wagons. Il n'y a pas vraiment de conviction ou de valeurs communes, juste des intérêts déterminés par des conditions de survie différentes. Les premières classes se concentrent sur la survie à long terme, tandis que les dernières classes se concentrent sur la survie immédiate. Si vous vous intéressez aux origines du transpersonnage, il existe la série Transpersonnage Extinction. Une série préquelle à l'histoire du train, toujours dessinée par Jean-Marc Rochette et scénarisée par Mats. C'est une série qui est censée être en 3 actes, mais pour des raisons incompréhensibles, le 3e acte censé être publié en 2023 est introuvable nulle part. On a également demandé à la maison d'édition Casterman pour savoir ce qui était arrivé à ce 3e acte, mais bon, je pense qu'avec la catastrophe climatique qui est en cours, ils ont d'autres priorités. Du coup, on n'a pas vraiment la conclusion de cette trilogie qui a une forme moins intemporelle que les premiers tomes. Ça parle de l'hégémonie chinoise, ça fait un parallèle avec la véritable catastrophe climatique en cours, et la technologie ne semble pas être calée sur celle qu'on voit dans le premier tome. La série Extinction est très intéressante pour le contexte politique qui précède le démarrage du train, et je vous la recommande si vous êtes vraiment fan de la saga. On y découvre que c'est un riche philanthrope chinois qui est à l'origine de la création du train, et qu'il procède à une sélection de personnes pour attribuer des places. Les milliardaires qui sont sélectionnés pour monter à bord sont opposés aux éco-terroristes qui considèrent l'humain comme un parasite qui détruit notre planète. On suit une histoire un peu similaire à celle de la route avec son père qui voyage seul avec son fils, car les deux
ont des tickets pour monter dans le train. On assiste au problème éthique de la sélection des passagers en fonction de leur valeur, et on y retrouve également des conflits au sein d'une secte. Mais cette série présente quelques problèmes. Déjà, cette série est incomplète sans le troisième acte, et on en ressort avec plus de questions et la frustration de ne pas avoir les réponses. On en apprend assez peu sur le fonctionnement de la machine en elle-même, et au mieux, on n'apprend pas grand chose sur cet univers, et au pire, on se retrouve avec des explications qu'on voulait pas à la base. Donc on ne va pas les développer ici parce qu'ils apportent peu de choses à la discussion, mais si jamais vous êtes fan, ça vaut le coup de les regarder. Aussi, une œuvre qui revient souvent en comparaison à l'histoire du transpersonnage, c'est La Compagnie des Glaces. Au départ, je voulais même parler de ce roman parce que je trouvais que c'était un bon point de comparaison avec la bande dessinée. Les deux sont des œuvres françaises qui sont sorties dans les années 80 et qui parlent d'expédition dans un train pendant une apocalypse hivernale. Et surtout, La Compagnie des Glaces est considérée comme la plus longue saga de science-fiction écrite par le même auteur, avec 62 putains de livres, dont 24 livres épilogue. Ça fait de gros points communs en surface, mais ils n'ont ni le même style, ni les mêmes thématiques. Et puis, ils n'ont pas pu s'inspirer mutuellement, puisque Georges-Jean Arnaud a commencé l'écriture après que Alexis ait commencé ses planches, et le livre est sorti avant la version de Jean-Marc Rochette. En fait, il n'a pas grand-chose à voir avec le transpersonnage en dehors de son contexte. Mais la raison pour laquelle je vais vous en parler aujourd'hui, c'est juste parce que je trouve ça drôle. Déjà, Georges-Jean Arnaud était connu pour ses romans policiers, mais également ses romans de cul. Beaucoup de romans de cul. Oh putain, sérieux, après tout ce qu'on a dit sur le traitement des femmes. Chut. Posez votre cerveau et ouvrez grand vos oreilles, parce que Tonton Chroniqueur va vous résumer le premier épisode de La Compagnie des Glaces. Nous sommes dans un monde gelé par une ère glaciaire provoquée par la destruction de la Lune à cause de déchets radioactifs. Les dernières civilisations sont dirigées par des compagnies ferroviaires. Les seules superpuissances qui ont l'autorité nécessaire pour permettre de déplacer des villes entières et augmenter le prix de votre passe Navigo. Les villes sont des dômes reliés par des rails qui peuvent être déplacés au bon vouloir de la compagnie. Et dans ce monde, il existe une nouvelle espèce dérivée des humains. Des êtres sauvages à l'intelligence limitée capables de survivre en extérieur par un froid extrême. Cette nouvelle espèce barbare, on les appelle les... Cette nouvelle espèce barbare, on les appelle les roux. Attends, quoi? Vraiment? Mais pourquoi t'as encore ton cerveau? Je t'ai dit de le poser. Continuons l'histoire. Les roux constituent une anomalie dans l'évolution des humains. Bien qu'ils aient évolué pour mieux résister au froid, leur intelligence reste extrêmement limitée. Je le sais, j'ai moi-même mesuré le crâne de Michael Fassbender pour savoir pourquoi il avait accepté de jouer dans Assassin's Creed. Les roux sont à la fois mystérieux et attirants. Certaines personnes ont une fascination charnelle pour cette espèce. Nicolas Delage, si tu nous regardes. Seulement entretenir des rapports intimes avec les roux représente un acte bestial. Et parce que ce roman s'adresse à des hommes comme moi qui ont 14 ans d'âge mental, strictement toutes les femmes de ce bouquin essaient de coucher avec le personnage principal. De quoi faire passer le premier jeu The Witcher pour un bouquin engagé de Virginie Despentes. Parfois, le roman parle d'espionnage, de conspiration et d'une guerre secrète entre les différentes compagnies. Mais les passages qui m'intéressent vraiment dans ce bouquin, c'est quand le héros rencontre des personnages féminins, ou alors lorsqu'il découvre un prêtre néo-catholique envoyé en mission religieuse pour étudier les roux afin de comprendre s'ils ont une âme. C'est bon, on peut revenir sur le transpersonnage ou tu veux continuer de parler de ton roman eugéniste là? Bon d'accord. Pour revenir sur la bande dessinée, après le décès de Jacques Loeb, c'est Benjamin Legrand qui reprend l'écriture de la série. Il travaille notamment sur les 2 tomes, L'Arpenteur et La Traversée. Ces histoires sont sorties pendant les années 2000 et ont probablement été vues par Bong Joon-ho. Cette suite fonctionne comme une seule et même histoire et elle nous en apprend beaucoup sur ce qu'il se passe en dehors du transpersonnage. Elle respecte également la thématique des tensions hiérarchiques et de la division par les privilèges. Et parce qu'un train peut en cacher un autre, on va donc en explorer un nouveau, le crève-glace. Les sudistes. Le crève-glace est un train plus long, plus gros et plus rapide que le transpersonnage. Ce qui veut dire qu'il existe peut-être plusieurs trains avec des aspects différents. L'histoire se passe après les événements du premier tome, et ce nouveau train possède des technologies bien plus avancées que le précédent. Par contre, la séparation des classes est répartie entre les sudistes et les nordistes. Il n'y a pas véritablement de classe moyenne. Les wagons sudistes vivent dans des conditions un peu meilleures que celles du précédent train, ils sont toujours en surnombre, mal nourris et sans fenêtres, mais ils ont accès à la télévision. Elle leur donne des informations plutôt positives sur la situation du crève-glace et leur permet même d'être tirés au sort lors d'un jeu qui leur permet de gagner une session voyage virtuel. Clairement la seule bonne source de divertissement à bord.
Il y a toujours le culte de la Sainte Locomotive, dont le révérend possède une place importante au conseil. A priori, il n'y a pas d'explication sur les origines du culte de la loco. Chaque adaptation semble avoir sa propre version sur la façon dont le train est déifié. Mais le Crève-Glace a également une autre secte qui s'appelle les Cosmosiens. Des passagers complotistes persuadés d'être dans un vaisseau spatial. Leur objectif est de prendre le contrôle de ce qu'ils pensent être une navette, et pour ça, ils vont commettre des attentats dans les différents wagons et semer le désordre dans la société du train. La population est vieillissante à cause d'une loi qui interdit aux sudistes de faire des enfants. Les ressources étant limitées, donner naissance à un bébé constitue un crime. Les criminels sont enfermés dans les mêmes tiroirs qu'on aperçoit dans le film, et les enfants illégaux sont récupérés par les nordistes. Tout le monde est sous antidépresseurs car la population vit dans la crainte constante de subir un choc frontal contre le transperce-neige. Pour éviter la collision avec le train du premier tome, les sudistes prient la Sainte Locomotive pour retarder ce désastre inévitable qui leur serait fatal. Afin d'éviter cette collision, le Crève-Glace fait régulièrement des exercices de freinage pour s'assurer que les systèmes sont opérationnels. Le problème c'est que si le train cesse de rouler, la température chute et la population vit dans la crainte qu'un jour, le train se retrouve bloqué et ne puisse plus redémarrer. Pendant chaque exercice de freinage, on envoie des arpenteurs, des sudistes, formés pour explorer l'extérieur et affronter le grand froid à la recherche de ressources. Les expéditions sont extrêmement dangereuses et les groupes reviennent généralement incomplets. C'est à ce moment-là qu'intervient Puig, un arpenteur chargé de récupérer les fameuses ressources. Sauf que de son point de vue, on comprend que ses missions consistent surtout à apporter des archives ou des œuvres d'art pour les nordistes. Pendant une mission, il coupe sa caméra pour explorer des ruines, et il trouve le cadavre d'un autre arpenteur. Ce qui veut dire que le train tourne en rond, et que les sites visités ont déjà révélé tous leurs secrets. Donc pour le moment, il n'y a pas de grande révélation sur ce qu'il se passe à l'extérieur. Les nordistes envoient simplement les arpenteurs au casse-pipe dehors pour qu'ils prennent ce qu'ils trouvent. Attends, on sait toujours rien sur l'extérieur avec les expéditions? Les secrets de l'extérieur, on n'en sait pas grand-chose. Salaud. Salaud. Et pour ce qui va suivre, j'ai plein de réserves sur le scénario de Legrand parce qu'il y a plein de trucs qui tiennent pas. Déjà, Puig est convoqué par le conseil parce qu'il a éteint sa caméra lors d'une expédition. Il n'a rien découvert de compromettant ou quoi, hein. Il a juste désobéi à un ordre et ça a suffi à l'envoyer au tribunal. Même dans le transperce-neige, c'est très peu crédible de le traduire en justice pour ça. À mon avis, ça ressemble plus à un prétexte pour créer une nouvelle ascension à travers les wagons. Par contre, pendant son arrestation, il se défend et tue plusieurs policiers avant de se faire de nouveau arrêter. Une fois reconnu coupable, on le met dans une navette pour de nouveau aller explorer les environs et vérifier que le train prend le bon itinéraire. Vraiment, je comprends pas la logique, ça ressemble plus à un privilège qu'à une punition. Le gars est jugé parce qu'il ne voulait pas montrer ce qu'il avait vu dehors quand il était à pied. Du coup, on lui donne une navette avec la responsabilité de sauvegarder le train pour aller faire un rapport de ce qu'il voit encore plus loin. Belle punition les mecs, hein. Je suis sûr qu'il va retenir la leçon. Du coup, Puig sauve effectivement le train en lui évitant de se diriger vers un ravin. À son retour, il est accueilli comme un héros, il est fait citoyen d'honneur, il devient membre du conseil, et il couche même avec la fille du président. Franchement, sacrée punition pour avoir éteint sa caméra. Les nordistes. Du côté des nordistes, on est dans des intrigues de jeu de pouvoir pour le contrôle de la population. Kennel, le président du conseil, dirige le train avec le révérend du culte de la locomotive, le chef des armées et d'autres personnalités influentes du train. Sa fille, Val, s'occupe de la simulation virtuelle qu'on fait gagner aux passagers lors des tirages au sort. Val cherche de nouvelles expériences à modéliser pour ces simulations, et c'est Puig qui va l'aider à concevoir de nouvelles expériences grâce aux enregistrements de ses expéditions. Dans les wagons nord, on découvre que le présentateur télé qui s'adresse en direct à la population sud n'est en fait qu'un animatronique qui donne de fausses informations pour calmer les passagers. La réalité c'est que le train est en grosse perte de vitesse, les ressources s'amoindrissent plus vite que prévu, et la température est en chute libre. Les wagons nord sont également équipés de radars qui leur permettent de détecter les signaux radio ou de potentielles sources de technologie. Les nordistes ont le droit d'avoir un enfant par couple. Dès leur naissance, les bébés sont placés dans des laboratoires de conditionnement au froid. Le but est, à terme, de créer une nouvelle génération d'enfants capables de survivre dans des températures extrêmes. Chaque nordiste peut également économiser des crédits pour un jour devenir propriétaire d'un compartiment. Ici, les nordistes se battent pour les privilèges et le révérend et le général conspirent pour faire détacher les wagons sud afin que le train regagne de la vitesse et que l'énergie soit intégralement redirigée vers les wagons nord. Puig est naturellement opposé à ce plan et sa carrière de politicien se présente plutôt mal. Les sudistes meurent de faim, plusieurs wagons sont plongés dans l'obscurité, il n'y a plus de tirage au sort pour les simulations virtuelles et un cosmosien fait exploser un wagon entier dans un attentat. L'ancien arpenteur est accusé de ses problèmes de pénurie et une mutinerie est organisée par le révérend et le général. Ils essayent de faire assassiner Puig et de reprendre le contrôle du conseil, mais Puig est un dur à cuire et parvient à mater le coup d'état.
Le révérend est tué et le général est envoyé avec les mutins à l'arrière du train pour le réparer. Puis il parvient encore à sauver la situation et rétablir une forme de paix dans le train. Pour terminer l'exploration du crève-glace, il est temps d'explorer sa dernière partie, la locomotive. La locomotive. Tout à l'avant du train, on fait la rencontre de l'ermite qui vit dans la locomotive. C'est un ancien arpenteur qui a également été nommé au conseil et isolé à l'avant pour servir de présence à la machine. Son rôle est assez anecdotique dans cet homme. Il est surtout présent pour respecter l'idée que quelqu'un doit tenir compagnie à la machine, comme c'était le cas de Alec suivi de Prolof. D'ailleurs, on apprend dans ce segment que le choc frontal avec le transpersonnage est une histoire racontée aux sudistes pour justifier les exercices de freinage. Il est strictement impossible d'entrer en collision avec le transpersonnage, puisque celui-ci est dissimulé dans la locomotive du crève-glace. Il y a plusieurs années, lors d'un des tout premiers exercices de freinage, les arpenteurs ont harponné le transpersonnage pour le dissimuler à bord. Ça vous donne une idée à quel point le crève-glace est immense pour pouvoir cacher le transpersonnage à l'intérieur. On retrouve d'ailleurs le corps congelé de Adeline et le corps momifié de Prolof, qui est mort aux commandes de la machine. Celui-ci semble avoir fusionné avec Olga et existe désormais dans son système. Il n'y a pas vraiment d'explication sur le fonctionnement de la locomotive, ni pourquoi elle doit être habitée. La symbolique derrière le fait que Prolof existe désormais dans la machine est peut-être une symbolique sur la symbiose entre l'homme et sa création. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Sur la fin de l'histoire, alors que le crève-glace traverse l'océan, le train se fait bombarder par les défenses automatiques d'un porte-avions. Le train est endommagé, il y a de nouvelles victimes, et la locomotive est de plus en plus faible. Puig et Val continuent de chercher des ressources et tombent sur un signal radio, une musique qui les a attirés dans une petite structure. Tout le monde est enthousiaste et les passagers se disent qu'ils ont enfin trouvé une trace de civilisation. Le problème, c'est que le signal radio tourne en boucle au milieu de nulle part. Et l'histoire s'achève sur cette révélation décevante. Il n'y a personne à l'extérieur et il n'y a probablement rien qui puisse sauver les habitants du train. C'est sur cette note froide et amère que s'arrête le tome de la traversée, et c'était le dernier à être sorti avant l'adaptation en film. Contrairement au premier tome, l'histoire de l'arpenteur et de la traversée sont bien plus concentrées sur les intrigues politiques à bord du train. L'ascension absurdement rapide de Puig dans la position de conseiller nous plonge surtout dans les luttes de pouvoir parmi les classes protégées. On s'intéresse beaucoup moins aux sudistes, en dehors des cosmociens et leurs conspirations qui s'achèvent par des attentats. On est vraiment dans une caricature péjorative des classes. Les nordistes sont des râleurs et des manipulateurs qui tordent la réalité de la situation pour préserver leurs intérêts, et les sudistes sont montrés comme des croyants misérables ou des complotistes qui se font exploser à la moindre perte d'espoir. Contrairement au premier, les personnages ici sont plus aigris, amers, antipathiques, on a moins de nuances ou d'attachement à ces personnages. Globalement, on a perdu le propos sur la lutte des classes au profit des conspirations dans les hautes sphères. Je ne suis pas du tout fan de ces deux tomes et je suis très déçu de voir que les thématiques du premier tome ont été raccourcies et simplifiées. De plus, l'arpenteur et la traversée se terminent sur des pistes ouvertes qui m'ont vraiment laissé sur ma faim. Maintenant, c'est tout de même grâce à cette base qu'on a pu avoir le film, qui est une adaptation libre des bandes dessinées. Par exemple, le garçon qui négocie pour avoir un ballon pendant 1 heure est un clin d'œil au vieux de la BD qui a utilisé ce moment de calme pour se pendre. On retrouve les tiroirs prison, une référence très légère au culte de la locomotive, et le film trouve bien sa propre voix. Par exemple, j'aime beaucoup la scène du sushi bar où on assiste à un renversement des rangs avec les 3e classes manger un plat traditionnel coréen élaboré face à une fenêtre qui donne sur la désolation extérieure, tandis que Curtis force Mason à manger la barre de protéines. Il paraît que les bars étaient dégueulasses et qu'il n'y avait que Tilda Swinton qui aimait en manger. Pour appuyer cette connexion avec la BD pendant le tournage, Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand ont été invités sur le plateau du tournage pour assister à la production. Ils ont pu voir leur bande dessinée prendre vie et c'est Rochette lui-même qui réalise les dessins du peintre dans le film, ce qui établit la connexion entre le long métrage et la bande dessinée qui l'a inspiré. Le film est plutôt bien si on met de côté les incohérences majeures. Par exemple, la révolte est déclenchée parce que les soldats n'ont plus de munitions alors que 2 wagons plus loin, on retrouve des armes chargées à bloc, ce qui sabote tout ce qu'on a vu avant. Les méchants sont assez caricaturaux et les scènes d'action sont filmées avec des shaky cam qui feraient vomir le cadreur de Taken. Ce film est un bon mélange des thématiques sud-coréennes avec la qualité de production américaine. Il y a des fois où ça ne marche pas, comme dans le remake de Oldboy, mais ici, ça fonctionne du tonnerre. D'ailleurs, comme dans Oldboy ou Squid Game, le personnage de Wilford entre également dans l'archétype du méchant fortuné qui se cache du héros tout en manipulant pour l'attirer à lui et le mettre face aux limites de ses propres convictions. Le film donne d'ailleurs une explication à la sauvegarde des 3e classes, puisqu'ils servent de réserve de compétences qu'ils peuvent aller chercher. Par exemple, ils kidnappent des enfants s'ils manquent de main-d'œuvre pour la maintenance du moteur, ou lorsqu'ils emmènent un violoniste pour qu'il joue de son instrument dans les wagons de 2e classe. Le personnage de Curtis est surprenamment imparfait. Ça étonne d'autant plus venant de Chris Evans, qui est plus connu pour son rôle de super-héros pur et bienveillant. Ici, il casse les attentes qu'on a du héros hollywoodien. Il abandonne son ami pour privilégier la capture de son ennemi, et il complexe sur sa légitimité en tant que leader.
La grosse révélation arrive lorsqu'on comprend qu'il a déjà tué, mangé de la chair humaine, y compris des bébés, et qu'il n'a même pas eu la force de sacrifier un bras pour aider les autres passagers à se nourrir en temps de famine. Curtis se fait manipuler par Wilford, qui lui dit que les gens sont sauvages et qu'ils ont besoin d'être dirigés. C'est le sacrifice qu'il pensait vouloir pour ramener l'équilibre. Puis il découvre que les enfants travaillent dans le moteur, donc ils font exploser le train. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous rafraîchir un peu la mémoire et pointer un détail précis. À la toute fin du film, Yona et Tim, les deux seuls enfants qui ont survécu au crash, sortent du train et ne semblent pas souffrir du froid. Ils aperçoivent un ours polaire qui leur confirme que la vie est possible à l'extérieur. Une fin ouverte pour un film qui se suffit à lui seul. Une suite n'était pas nécessaire et la licence aurait pu s'arrêter là. Mais du côté des bandes dessinées, l'histoire du crève-glace reste incomplète, et il y a encore beaucoup de choses à dire sur cet univers. Comme le film a été un succès au box-office, c'était l'occasion de revenir sur les bandes dessinées du transpersonnage pour boucler l'histoire de cette saga. Et c'est finalement en 2015 qu'on a le tome final. Terminus, écrit par Olivier Boquet et toujours dessiné par Jean-Marc Rochette. Ensemble, ils vont même intégrer des éléments du film dans cette suite. Et c'est là-dedans qu'on découvre ce qui s'est passé pendant que le crève-glace et le transpersonnage étaient en vadrouille. Si vous vous demandez ce qui se passe après le film de Bong Joon-ho, ce tome apporte les réponses, et elles m'ont mise sur le cul. Donc enfilez votre combi et préparez-vous à descendre du train, parce qu'on est arrivé au terminus. Le terminus. L'histoire reprend au moment précis où Puig a trouvé le signal de musique. Depuis le train, Val a le bon sens de lui préciser que si le signal radio tourne, c'est qu'il y a bien une source d'électricité qui l'alimente, et qu'il y a forcément quelque chose plus bas qui produit cette énergie. À ce stade de l'histoire, il n'y a plus que 10 wagons sur le crève-glace et 1400 passagers. Les survivants sont à court de nourriture, d'énergie, Val est enceinte, le train est en piteux état, et les sudistes sont en train de préparer un coup pour renverser ce qu'il reste du conseil. Donc Puig a tout intérêt à trouver ce qui a lancé le signal. Avec son équipe, il tombe sur un complexe de 42 étages qu'il va descendre en rappel. Lors de la descente, Puig fait une chute et se casse le bras. Pendant la création de la bande dessinée, Jean-Marc Rochette a fait une mauvaise chute et s'est retrouvé avec une double fracture du coude droit. Cette page que vous voyez a été dessinée dans l'heure où Jean-Marc s'est cassé le coude et a continué de dessiner avec un pain de glace sous le bras. Le lendemain, il est sorti de l'hôpital et a immédiatement repris le dessin de ses planches. Il a refusé de se faire opérer ou de porter un plâtre et a simplement mis une gaine sur son bras pour continuer. Tout comme Puig dans la bande dessinée, il a continué de travailler avec son bras cassé. Surtout, ne racontez jamais cette anecdote à votre patron. On t'aime Guillaume, pitié, ne nous strike pas. Le complexe que Puig a trouvé est en fait une station de train. Par chance, il fait moins froid que dehors, et le crève-glace entre dans la station. Les passagers sortent, et pour la première fois depuis des générations, les gens peuvent sortir et respirer l'air extérieur dans une température vivable. Quand soudain, sortie de strictement nulle part, une présidente élue par les sudistes qui se présente comme nouvelle chef. C'est elle qui a motivé la mutinerie. Et elle se sent obligée de faire son discours pour dire que c'est un plan incertain, que cette gare sera leur tombeau, et qu'il n'y a rien qui garantisse qu'ils trouveront des vivres. Elle dit qu'ils ne survivront que dans la discipline et l'ordre, et les gens applaudissent. Hein? Les gens sont pas cons au point de voter pour un chef qui va les foutre dans la merde. En plus, les passagers sont tellement remontés qu'ils massacrent un des membres du conseil et enferment Puig dans une prison tiroir parce que même s'il a sauvé le train en trouvant la gare, il est quand même coupable de... Oh et puis merde, il finit en prison pour qu'il y ait des trucs à raconter, voilà. Je ne suis pas sûr de ce que cette BD essaie de me dire sur la démocratie. Non mais, sérieusement, quand Puig désobéit aux ordres et qu'il tue des gardes, on le punit en lui donnant une navette pour explorer l'extérieur, mais quand il sauve le train en trouvant une station, on le récompense en l'enfermant dans un tiroir. Je sais que la justice va à deux vitesses, mais là on est coincé en quatrième, hein. Puig reste enfermé tellement longtemps dans la prison avec son bras cassé qu'il passe plusieurs jours à forcer la serrure de sa cellule avec son attelle. Lorsqu'il finit enfin par sortir, il est squelettique. Il tombe sur l'ermite de la locomotive et il se rend compte que strictement tous les passagers du crève-glace ont disparu. Val et les autres passagers sont capturés par des personnes mystérieuses avec des masques de rats. Ils disent qu'ils sont contaminés et qu'ils doivent être confinés le temps d'être vaccinés. Les passagers sont lavés, changés et mis dans une salle de cinéma où ils peuvent manger des fruits étrangement gros. En fait, cette gare a été la destination des transpersonnaiges. On apprend qu'il y en avait 10 au total, 3 ont disparu et celui-ci est le dernier à être arrivé en gare. Le tout premier train à arriver avait transmis une maladie qui a tué la moitié des gens, donc maintenant ils sont extrêmement zélés sur la quarantaine. Tout le monde doit se faire vacciner et donner son sang. Ceux qui refusent sont simplement tués. Les femmes enceintes auront des traitements de faveur, mais Val n'a pas confiance, donc elle ne déclare pas sa grossesse. En entrant dans le complexe, les passagers se retrouvent dans un parc d'attractions.
En fait, c'est un laboratoire, mais pour financer les recherches, un parc à thème a été construit pour attirer des visiteurs avant l'apocalypse, et les fonds récoltés ont servi à mener des expériences sur place. Les hôtes portent des masques de souris, et ils promettent aux gens des métiers et des appartements pour les plus méritants. Lorsqu'on leur pose des questions, ils répondent, mais gardent toujours une part de mystère cachée derrière des justifications très rationnelles. Pourquoi continuer de porter des masques si vous savez qu'on n'est pas contaminé? Principe de précaution, c'est tout. Les personnes qui dirigent le parc sont appelées les aiguilleurs, mais apparemment même les hôtes ne savent pas qui ils sont. Ni pourquoi il y a une école, mais pas d'enfants. C'est précisément pour ce passage que je trouve que le comparatif avec Squid Games est pertinent. Des gens en situation précaire se retrouvent enfermés par centaines dans un parc enfantin géré par des hôtes mystérieux et autoritaires qui leur promettent de meilleures conditions de vie s'ils suivent leurs indications à la lettre. Ils sont également en combinaison intégrale, armés et affublés de masques polygonaux inquiétants censés rappeler le thème enfantin de la structure. Ils nous disent que si on souhaite avoir quoi que ce soit, il faut le gagner, et nous promettent qu'il est possible de partir à tout moment de notre propre gré. Mais c'est prendre le risque de renoncer aux promesses utopiques du terminus. Sachant que la bande dessinée est sortie 6 ans avant la célèbre série coréenne, c'est curieux de constater les points communs de ces deux œuvres qui rentrent dans la thématique de la structure qui pousse les humains à s'entretuer. Sauf que dans le terminus, l'architecture ne les pousse pas à s'entretuer. Pardon, j'avais oublié que tuer quelqu'un qui refusait une prise de sang, ça ne rentrait pas dans le cadre du meurtre. Ok, tuer ceux qui désobéissent, c'est excessif. Mais ici, le parc d'attractions n'est pas un lieu de division, au contraire. Les autres disent que le travail, c'est la liberté. Ça semble plutôt vrai dans leur système, car les salaires sont ajustés en fonction de la pénibilité du travail, et où il est possible d'obtenir des privilèges en s'impliquant dans le parc. Par exemple, l'épuration des bassins d'eau fait partie des mieux rémunérés. Les passagers du train finissent par s'intégrer dans le parc, ils apprennent l'agriculture et la cuisine, la natation, ils jouent au foot, ont des rencarts avec eux, vont au musée. Les hôtes ne sont pas juste des superviseurs, ils font partie de la société et leurs masques indiquent qu'ils sont des citoyens modèles. D'ailleurs, dans ces passages, les planches sont intégralement en couleur, ce qui est un véritable changement dans la saga qui était jusqu'ici uniquement en noir et blanc. C'est une véritable note d'espoir. C'est certainement pour la première fois de leur existence que les passagers du crève-glace ont l'opportunité d'expérimenter une vie normale et profiter de la véritable béatitude. Le pic de leur extase arrive lorsqu'ils font une orgie dans la galerie d'art. Clairement, cet environnement est bien plus beau que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Bon, où est la douille? Pour toi, c'est vraiment inconcevable que les gens puissent vivre épanouis dans une société avec des règles? Bah évidemment, c'est la règle, dans la science-fiction, toutes les utopies cachent des dystopies. Puig réapparaît pour empêcher un des passagers de se rendre à une convocation. Il a visiblement repris ses forces et a passé ses derniers jours à espionner le complexe. Apparemment, il y a un réacteur nucléaire défaillant au-dessus du parc. Il est refroidi avec des tonnes de neige qui fondent et coulent directement dans les champs sous forme d'eau irradiée, d'où la taille des fruits qu'il mange. Puig est également en compagnie de 2 enfants, Tim et Yona. Les 2 enfants qui ont survécu au crash du train dans le film Snowpiercer. Ce qui veut dire que toute l'histoire du film de Bong Joon-ho était en fait l'histoire d'un des 10 trains qui avait disparu et qui fait désormais partie de l'univers canon des bandes dessinées. J'adore cette démarche. Comme dans le film, Yona affirme avoir vu un ours polaire. Il y a donc de la vie dehors. Il reste un espoir pour l'humanité en dehors du parc. Grâce à ses aptitudes de clairvoyance, Yona mène le groupe de passagers dans une partie cachée du complexe. Dans la galerie d'art, les hôtes du parc avec les masques de rat expliquaient que les artistes étaient anonymes. Mais c'est en fait pour cacher une sombre réalité. Dans cette zone cachée, on découvre des enfants déformés par le mal des radiations. Ils sont enfermés dans des cages, certains sont des surdoués capables de jouer des instruments de musique et réaliser des tableaux d'une grande complexité. Ce sont eux, les artistes anonymes. Un des enfants irradiés communique un message cryptique sur le destin de Puig. Malade, infirme et vieux, chasseur privé de vue, respire le sang chaud sur la neige fondue. Tu meurs et tous les tiens mangent la bête crue, eux vivants et toi mort. Herbes et fleurs sous ton cul. Du côté de Val, on découvre ce qui arrive aux femmes enceintes. Elle fait face à un couple de savants fous qui veulent lui prendre son bébé. Mais pourquoi? Eh bien, on n'en sait pas grand-chose. Ah non, tu arrêtes, je veux savoir, il y a trop de mystères et là moi je veux des explications. Maintenant. Tu es sûr que tu es prêt à apprendre cette vérité? À ce stade, j'accepterais même que tu me dises qu'il se réveille et que c'était un rêve depuis le début. Eh bien, en bon méchant, le couple de scientifiques révèle la totalité de leur plan. Ils nous expliquent que c'est eux qui sont à l'origine de la création du parc, et qu'ils l'ont créé pour financer leurs recherches sur des cobayes humains. Seulement, après le cataclysme, un tremblement de terre a endommagé le réacteur nucléaire situé au-dessus du parc. Depuis, tous les résidents ont chopé le cancer, et leurs enfants sont nés avec des malformations. Les autres ont été entretenus grâce à des médicaments qui empêchent la propagation de la maladie, mais en contrepartie, ils ont perdu leurs cheveux et leur peau a fini brûlée. D'où les masques de rat. Pour stopper la propagation des mauvais gènes, les autres ont été stérilisés. Et pour renouveler le parc génétique, à défaut de pouvoir rénover le parc d'attractions, ils ont attiré les trains avec des signaux musicaux. Le but était pour eux d'avoir de nouveaux humains féconds, pas pour sauver l'humanité,
Pour se sauver, eux, en mettant des hormones dans l'eau potable et en organisant des orgies, ils sont parvenus à contrôler le cycle d'ovulation des femmes pour extraire directement les cellules souches de leur utérus pour se faire des cocktails d'immortalité. Ce sont eux, les aiguilleurs. Je retire ce que j'ai dit. Je voulais pas savoir. Ces deux savants fous ont plus d'1 siècle chacun, et le mari a même un implant à la place d'un de ses yeux pour avoir le retour des vidéosurveillance en direct. On est dans un croisement entre Cyberpunk et Bioshock. Heureusement, Val arrive à s'évader grâce au chargeur de pistolet qu'elle avait caché dans son récipient à cellules souches. Elle est retrouvée par Puig et sa bande, et sur le départ, ils tombent sur une chambre de maternité où les mères prennent soin de leurs enfants. Mais ils ne sont pas dans leur état normal. Ils ont été extraits de leur ventre alors qu'ils n'étaient que des fœtus, et c'est également ici qu'ils produisent des clones d'enfants. Les mères insistent pour rester ici et empêchent le groupe de prendre les enfants valides. Elles veulent à tout prix protéger leur bébé et refusent de retourner à l'extérieur. Là, il y a un dilemme. Rester dans la ville sécurisée permet aux habitants d'avoir une vie heureuse auprès de leurs enfants, mais qui sera courte et cadencée par le travail à cause des radiations. Sortir signifie prendre le risque total de braver le froid et faire le pari de trouver des vivres à l'extérieur. La présidente tente lamentablement d'empêcher les passagers de sortir, mais au vu des circonstances, le groupe passe simplement sans rencontrer de véritable opposition. Certains hôtes du parc décident de rejoindre les passagers du train, tandis que les autres restent dans la ville pour s'occuper de leurs enfants ou mener une vie courte dans de bonnes conditions. On a une ellipse de 50 ans après leur départ. Il semblerait que le train ait déraillé et que la communauté ait réussi à survivre dans le froid en revenant à l'ère néolithique. Après tout, on a constaté avec le film Snowpiercer que le climat était en train de s'adoucir et le crève-glace faisait des expériences sur les enfants pour les rendre plus résistants à basse température. Leur histoire est écrite sur les murs et ses descendants vivent de chasse. Val et Puig sont également vivants mais très âgés. Puig est aveugle et apercevant une orque échouée sur le rivage, Puig se souvient de la citation de l'enfant irradié. Malade, infirme et vieux. Chasseur privé de vue, respire le sang chaud sur neige fondue. Il comprend ce qu'il va suivre. Sa tribu va manger l'orque et il est temps pour lui de partir. Il se rend avec Val tout en haut de la montagne et se met torse nu pour se laisser mourir. Les planches s'enchaînent avec des dessins de montagne d'un blanc pur. Plus on parcourt les pages, plus on aperçoit la couleur regagner les cases, jusqu'à ce que le tout dernier nous montre une petite pousse d'herbe avec des fleurs. Merci à Allscan d'avoir sponsorisé cette vidéo. En utilisant le lien en description, vous pourrez découvrir leur collection avec une réduction de 15% et trouver de belles idées de cadeaux pour vos proches. Merci à tous d'avoir suivi cette transmission et merci aux donateurs Patreon de permettre à cette chaîne de survivre. J'insiste, vous permettez vraiment à cette chaîne de survivre. J'ai un assaut à préparer dans les terres grises, donc on se retrouve tout de suite, chers survivants. Waouh! Mais vous m'avez fait peur, je vous ai pris pour un régulateur, qu'est-ce que vous faites là? D'ailleurs, les régulateurs sont bientôt plus un problème. On va leur piquer leur remède. Faudrait juste un tout petit peu de sérum, histoire que je puisse me requinquer. Mais il n'y a plus d'antiseptique pour faire du sérum, j'allais justement le chercher. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de voler des remèdes? C'est qui vous a mis ça dans le crâne? Mais je croyais que vous vouliez aider les malades. Oui, en trouvant une formule pour un remède, pas en improvisant un braquage. Mais moi, il me reste plus que 48 heures, il n'est pas question que j'attende là de clamser. Avec votre aide, on pourrait sauver un max de malades. Écoutez, ce que vous traversez, des milliers de malades l'ont traversé avant vous. Vous êtes terrifiés et c'est normal. On sait très bien, vous et moi, que c'est pas pour sauver un max de malades. Hein? Donc, allez pas imposer votre choix à tous ces pauvres gens. Chers survivants, j'aimerais savoir combien d'entre vous sont venus à la frontière sud en espérant que les régulateurs allaient les aider. Je
fait tout le chemin depuis les baronnies pour venir ici. Mon frère a été tué par des bandits sur la route de Cendre. Depuis que je suis arrivé, les régulateurs veulent pas me laisser rentrer. Moi, à la base, j'étais sain. Puis après, j'ai attrapé la fièvre rouge en attendant devant les portes de la ville. Et ça vous paraît juste? Je vais vous dire ce que je pense. Les régulateurs nous ont vendu de l'espoir parce qu'ils avaient besoin d'esclaves pour servir leur petit confort. Et pourquoi notre vie vaudrait moins que les leurs? Ils s'octroient tous les remèdes parce qu'ils pensent que leurs uniformes les rendent légitimes. Ils nous ont envoyés ici pour mourir parce qu'on embarrassait trop les gens de la ville. Mais on va leur montrer que nous aussi on a le droit de vivre. Ils ont bien assez de remèdes. Ouais! On va leur faire comprendre qu'on est en colère. Ouais! On va aller chez eux. Ouais! On va leur prendre leurs remèdes. Ouais! Et on va leur montrer qu'on n'a pas peur de leurs mitrailleuses. Non mais alors, des petites mitrailleuses, hein. Et puis, avec l'effet de surprise, ils vont même pas nous voir arriver. Les régulateurs sont là! Il faut qu'on se tire d'ici. Les régulateurs sont arrivés, prenez vos affaires. Il est trop tard pour ça. Tes camarades ont prévenu les régulateurs. Quoi? On ne leur en veut pas. Ils pensaient faire ce qui était juste. Mais il est encore possible de changer les choses. Comment? Expliquez-moi. Tu dois éliminer la colonelle. Le colonel est une garce, mais de là à la tuer. La personne n'est pas un facteur pertinent. Vous voulez savoir ce qui a causé l'apocalypse? Regarde donc derrière cette porte. Des êtres faillibles qui veulent tout contrôler et qui exigent de leurs semblables qu'ils se comportent comme des outils. Les pièces dispensables d'une machine défaillante. Ils cherchent à contrôler un monde libre. C'est contre nature. Précisément. La colonelle n'est que le fragile catalyseur de ce rouage absurde que tu es le seul à pouvoir briser. C'est ton seul obstacle entre toi et les remèdes. Capitaine, vous voulez qu'on vous remplace? Oui, c'est la machine. D'accord. Capitaine? Capitaine! Où est votre régiment? Quoi? Votre régiment. Je l'ai perdu dans la cohue. Perdu. Tout le régiment. Bien sûr. Et qui va là? Murphy.